Et enfin, des esprits grincheux qui disent que ça ne va pas, du tout. Mais enfin, ils exagèrent. Serge Wetherbouche, bonjour. Bonjour André. Vous êtes et merci pour cet hommage à Maurice Chevalier. Et oui, oui, quand même, absolument. Vous êtes haut fonctionnaire séiste, vous connaissez bien Paris, vous y avez œuvré. Et alors, c'est vraiment intéressant, voilà, c'est que on a constaté que à élection municipale dans un an, pratiquement. Alors les candidats sortent un peu partout, on le dit. Et mardi 26 novembre, Anne Hidalgo, qui est, je rappelle, maire de Paris, mairesse de Paris, comme vous voulez, depuis 2014, assurait avoir des comptes à l'équilibre. La preuve sur elle, ils sont certifiés par un commissaire aux comptes et validés par les agences de notation. Or, on sait que la dette de la ville a plus que doublé depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo. Elle est passée de 4, je rappelle, à près de 10 milliards d'euros. 9,5 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Dette de Paris. Alors, effectivement, on peut parler beaucoup, mais justement, on va peut-être faire un bilan, déjà, Serge Wetherbouche, c'est pas mal. Parce que 2014-2025, pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, au fond, aujourd'hui ? Tous les Parisiens, tous ceux qui visitent Paris, etc., s'aperçoivent d'un certain nombre de choses, mais faisons un bilan, faisons un audit, comme ça, rapide, froid et objectif. Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas commencer l'audit quand Hidalgo est devenu maire en 2014, mais quand Delanoë est devenu maire en 2001, parce que maintenant, ça fait quand même une profondeur de 24 ans, ça fera 25 ans, pratiquement de règne du Parti socialiste à Paris et de ses alliés écologistes et communistes. Donc, en fait, c'est à cette aune-là, avec ce critère-là, qu'il faut apprécier les choses. Et là, par exemple, la dette, elle n'est pas passée de 4,5 milliards à 9 et quelques milliards, comme le prétend Hidalgo, mais elle est passée de 1 à 10 milliards, et encore. Vous voulez dire, si on prend depuis 2001, c'est un décuplement. Parce qu'il n'y a pas de dette avant. Il n'y avait pratiquement pas de dette, c'était 1 milliard à la fin de Tibéri. Donc c'est un décuplement de la dette. Si la dette de l'État avait suivi le même chemin, on serait, pourtant elle est déjà considérable en France, et on en serait pratiquement à 10 000 milliards, c'est-à-dire qu'on aurait le FMI à tous les coins de rue. D'accord, il faut mesurer un peu la dégradation. Alors pourtant que la fiscalité a été lourdement augmentée, très lourdement augmentée par Delanoë et ensuite Hidalgo, et que il y a eu aussi la divine surprise des frais de notaire. Bon, donc tout ça, ça compose un tableau catastrophique de la situation. Et pour résumer les choses, depuis 2001... La divine surprise des frais de notaire, rappelez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est-à-dire les droits de mutation sur les transactions immobilières, pour parler donc le droit fiscal, eh bien, ont considérablement augmenté parce qu'il y a eu une hausse du montant, enfin du prix de l'immobilier à Paris. Voilà. Oui, et ça a été une manne pour la mairie pendant des années, pendant plus de 15 ans. Donc ils ont réussi à foutre en l'air une situation financière alors qu'ils avaient des conditions extrêmement favorables, et ça, on n'en est pas là. Pourquoi est-ce que Hidalgo cherche à se carapater de Paris? C'est aussi parce qu'il y a de la dette cachée. Donc, bon, ça c'est un peu plus technique, mais dans les bilans des sociétés d'économie mixte, dans les bilans des offices de HLM, sur la capitalisation des loyers, par exemple dans les HLM, ils ont réussi à, en fait, dissimuler l'endettement. Donc la situation budgétaire est pire que celle que bien pire. Et pour ses successeurs, quels qu'ils soient, il y aura un vrai sujet. Et quand elle dit on a la certification d'un expert comptable ou des agences de notation, et puis quoi encore, ça serait le contraire qui serait étonnant pour la comptabilité et tout ce qui doit être vu par la Chambre régionale des comptes ou la préfecture. De toute façon, c'est une obligation légale. Et puis surtout, quand les agences de notation limitent pour l'instant la dégradation de la note, ils le font sur quels critères? Ça a été comme ça aussi pendant longtemps pour la France. Ils le font sur le critère du fait qu'il y a encore une possibilité d'accroissement des impôts. Alors ils disent, puisqu'elle peut encore tondre davantage les Parisiens, eh bien on va pas la dégrader tout de suite. Donc en réalité, moi je dirais, pour en résumer, puisque tu veux qu'on résume d'une phrase la situation, elle a réussi un prodige géographique, Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle a fait couler la Bérésina au centre de Paris plutôt que la Seine, et donc on est dans une situation très difficile du point de vue financier. La Seine, elle a quand même dépollué la Seine, ça nous a coûté 1,4 milliard d'euros. Oui, sauf elle n'est pas dépolluée, la Seine. On a appris que les compétitions là pourraient pas se tenir cette année ni l'an prochain dans la Seine. Tout ça a un coût
extravagant, parce que, bon, 1 milliard et quelques d'euros, 1,5 milliard d'euros, il n'y a pas que la ville qui a payé, il y a l'État aussi, bon, mais il y a aussi, bon, il y a également la ville. C'est une charge budgétaire très lourde. Pour quel intérêt? Quel intérêt? Donc, on se goberge pendant les Jeux Olympiques, pendant un défilé, etc. Ça dure 15 jours, 3 semaines, c'est la fête, comme il disait, et puis après la fête, les lampions s'éteignent, et puis ensuite, il y a les factures qui restent, il y a les violons du bal à payer, comme disait Brassens. Donc bon, voilà, on est face à des démagogues, et le bilan d'Anne Hidalgo ne concerne pas, d'ailleurs, son bilan négatif n'est pas que budgétaire, loin s'en faut. Alors dans justement, tous les domaines. on va en parler parce que justement, puisqu'on fait l'inventaire, Serge Federbusch, alors c'est intéressant parce que on a vu alors, il faut en parler un peu, la végétalisation, le champ de Mars, je le dis, alors c'est les personnes, les pissotières du rond-point des Champs-Élysées, on appelle ça des fontaines, et puis alors, merveilleux, la rue de Rivoli, par exemple, les voitures, on ne veut plus des voitures, la rue de Rivoli avec un passage voiture et 3 couloirs, trottinettes, bicyclettes, etc. En fait, c'est quoi? Elle veut vraiment, à votre avis, débarrasser Paris de ses voitures? C'est quoi Non, c'est en fait, c'est quoi l'idéologie? C'est de la communication avec une volonté punitive. Anne Hidalgo, elle est moins naïve, beaucoup moins naïve et sotte que on a envie qu'elle le soit pour trouver une explication simple au problème qu'on a. Non, en fait, c'est une machine à compter les voix. Elle fracasse, par exemple, les propriétaires du point de vue fiscal et en épargnant au maximum les locataires, en faisant au maximum de logement social, parce qu'elle sait que c'est sa clientèle. Elle a verrouillé un certain nombre d'arrondissements. C'est pour ça que la réforme a voté du statut, donc PLM, la rend folle, la rend dingue, parce qu'ils ont verrouillé le système électoral de telle manière qu'ils sont à peu près sûrs d'être réélus. Bon, dans certains arrondissements. Oui, parce qu'il faut rappeler que dans Paris, Lyon, Marseille, on vote pour son maire d'arrondissement et pas pour le maire de la ville. Il y a des listes par arrondissement. Ensuite, tout ça se réunit au Conseil de Paris. Donc, il y aura sans doute une réforme. Il faut espérer qu'elle soit votée et ça rebattra les cartes. Et elle veut pas de ça parce qu'ils ont verrouillé le 18e, le 19e, le 13e, le 20e et aussi en partie le 10 et le 11, en grande partie pour les premiers arrondissements que j'ai cités, grâce au logement social. Donc c'est un système clientéliste et c'est un système clientéliste et communautariste très efficace qui tape sur ceux qui ne votent pas pour elle. Les automobilistes ou les commerçants ne votent pas pour elle. Donc elle y va franco et elle fait des choses punitives et qui se voient. L'important c'est que ça se voit. Donc on dilate complètement les pistes cyclables de manière complètement inutile pour c'est de la maltraitance pratiquement vis-à-vis des scooters, des motards et des automobilistes, mais elle s'en moque puisque de toute façon ils votent pas pour elle. Donc il y a un grand cynisme, vraiment un grand cynisme derrière tout ça. Qui peuvent voter pour elle parmi les automobilistes, etc., etc. Mais la plupart des automobilistes parisiens, de ceux qui peuvent encore se payer une voiture, eh bien votent plus pour elle depuis longtemps. De la même manière que les propriétaires, ceux qui sont encore propriétaires de leur logement, ne votent plus pour elle. Il faut voir que le 16e et le 17e arrondissement, là où finalement dans le 16e elle n'a jamais cru et dans le 17e ils ont renoncé à faire élire des maires de gauche, eh bien c'est les 2/3 pratiquement de la masse fiscale parisienne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux qui payent, quoi. Mais voilà, c'est ça. Bon, ils payent les coups de fouet qu'ils reçoivent. Donc c'est tout bénef pour Hidalgo et sa bande. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est derrière son attitude. Et elle a mis en place, après dans la foulée de Delanoë, un système clientéliste, communautariste, qui est rudement efficace parce qu'en plus il s'appuie sur la communication. Le service de communication de la mairie est gigantesque et ils arrivent à avoir des communiqués prémâchés extrêmement efficaces, extrêmement réactifs. Bon, ils sont beaucoup plus efficaces pour faire de la propagande que pour nettoyer les rues de la ville, c'est sûr. J'allais dire, écoutez, on voit très bien, on ne va pas parler les rats côté du Champ de Mars, etc., etc. Dans certains quartiers, on se dit, on ne sait pas où on est, quoi, dans quel pays on est, etc. Mais je voudrais quand même rappeler ceci. Et puis la limitation de vitesse. À des moments, c'est formidable. À Paris, c'est 30, puis c'est 50. Et puis alors, chef-d'œuvre, le périphérique à 50 km. Parce que elle dit, c'est au nom de la dépollution, on va réduire les effets de gaz à effet de serre. Mais à 50 km le périphérique, ça donne quoi? Mais bon, d'abord, ça donne rien. C'est quelque chose, c'est limité à 50 entre deux radars, parce que les gens s'adaptent très vite. Et puis surtout, c'est complètement fondé sur des mensonges. Elle expliquait à un moment qu'il y avait 6000 morts à Paris du fait de la pollution aérienne. Mais s'il y avait 6000 morts, ça serait beaucoup plus que les morts lors du Covid, par exemple. Ça serait on ne parlerait que de ça, matin, midi et soir. Ouais. Matin, midi et soir. C'est du baratin. Quand on creuse les chiffres, moi je l'avais fait dans la campagne 2020, on se rend compte que c'est peut-être une
une espérance de vie réduite de quelques semaines pour quelques centaines d'individus, et tout ça n'est pas prouvé à partir de références complètement bidons sur la pollution dans la haute montagne, etc. Ce sont des menteurs patentés. Le mensonge est la clé, en fait, de leur outil de propagande. Il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire du tout à des gens de bonne foi. Sur le périphérique, c'est un mensonge. Elle parle de forêts urbaines. Les forêts urbaines qu'elle a soi-disant fait dans le 14e arrondissement ou sur la place de l'ex-place de Grève, ex-place de l'hôtel de ville, donc face à l'hôtel de ville. Mais c'est risible. Ça n'est aucunement une forêt. Donc on est dans la com, on est dans le punitif et on est dans le cynisme. Je crois que c'est vraiment les maîtres mots de ce qu'elle a été, de ce que ses successeurs désignés, son successeur désigné voudrait faire. Moi, j'appelais ça la gauche coquelicot, la gauche communautariste, clientéliste et communicationnelle. Bon. Et je crois que ça résume assez bien ce qu'a été l'héritage d'Hidalgo, avec une dette énorme, un gaspillage énorme, parce que entre la hausse de la fiscalité, la hausse de la dette et la hausse des droits de mutation, donc des droits de notaire qui ont été gaspillés. La taxe foncière doublée, voilà. etc. Mais tout ça sur 21 ans, ça fait 150 ou 160 milliards d'euros. C'est colossal. On aurait pu faire des choses bien plus efficaces avec ça. C'est colossal et les gens ne se rendent pas compte. Ils sont abreuvés de propagande par la mairie du matin au soir, et la mairie qui va mano in la mano, d'ailleurs avec certains grands groupes de communication. Donc ça va, à votre avis, continuer en 2026 ? Non, j'espère. Il y a des changes. Vous allez vous présenter, vous, Serge Fenerbouche ? On va voir comment de faire une campagne innovante, fondée. Moi, en tant que tel, j'ai pas spécialement envie d'être tête de liste à Paris. J'ai fait des efforts énormes en 2020. Ça a été quelque chose de très fatigant. Vraiment, c'est une campagne très difficile. Les municipales parisiennes, il faut trouver plus de 500 candidats avec la parité. Je crois que beaucoup de partis ne se rendent pas compte de la difficulté que ça peut représenter. Oui. Donc, je vais essayer avec des gens plus jeunes que moi et qui ont un enthousiasme, un dynamisme peut-être plus grand. En tout cas, vous ne considérez pas que la partie est perdue. Je ne parle pas non, seulement parce pour que vous, justement, pour les gens, si le mode, si espérons, croisons les doigts pour que Bayrou et son gouvernement ne tombent pas avant le vote de la réforme de la loi PLM, parce qu'il y a un risque que Bayrou soit renversé avant, auquel cas, eh bien, ça sera foutu pour la réforme de la loi. Si la réforme est votée, il y aura un collège électoral unique pour les conseillers de Paris qui désignent le maire. Ça peut rebattre les choses parce que en fait, justement, le verrouillage de certains arrondissements sera dilué dans la réalité parisienne qui est plus large. Et aujourd'hui, la voix de quelqu'un du 16e, du 17e compte beaucoup moins que celle quelqu'un du 19e, du 20e, du fait du mode de scrutin. Bon, ou du 11e, 10e en particulier, encore plus. Mais ça pourra changer. Parce qu'il y a un vrai mécontentement. Et si l'opposition se mue en une opposition réelle, pas une opposition de Sa Majesté, pas une opposition de courtoisie, eh bien, je pense qu'on peut convaincre les gens d'abord de se réinscrire sur la liste électorale. Tous les Parisiens qui ont leur résidence ici ou là, eh bien, moi, je leur dis, revenez vous inscrire. Et puis, on pourra, alors, les mots sont forts, mais tu me les pardonneras, on pourra botter le cul au rejeton d'Hidalgo et les sortir de la mairie. Il y a une possibilité encore. Donc, il ne faut pas désespérer et c'est vital pour notre ville. Eh bien, écoutez, il faudrait que Paris redevienne Paris incontestablement. En tout cas, Anne Hidalgo peut venir, évidemment. Elle est tout à fait invitée pour répondre à ce que dit Serge Fenerbouche. En attendant, on aimerait vraiment que Paris redevienne Paris, comme chantait Mistinguett et Maurice Chevalier. Merci. Merci. Sud Radio, c'est vous qui donnez le